Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Le Petit Plateau, émission spéciale entretien avec des personnalités du cyclisme. Cette fois-ci, c'est pas forcément une personnalité, c'est un compte Twitter qui est présent depuis des années sur la plateforme et qui nous fait rire au travers de ses vannes, de ses running gags. C'est bien sûr le compte Twitter de La Grosse Boucle. Et une des personnes de La Grosse Boucle est avec nous ce soir, c'est Charlie. Charlie, bonsoir à toi. Bonsoir. Avec nous, évidemment, on a l'équipe Le Petit Plateau, Paul qui est parmi nous. Paul, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Moi je vais bien. Bon, bah, si tu vas bien, c'est le plus important. Nous aussi, je pense que ça va très bien. Captain est avec nous, Jordan. Jordan, comment tu vas bien? Ouais. Comment tu vas Ah bien? bah moi je vais Vous très l'avez- bien, vous je l'avez- vais très bien, j'espère que vous allez tous très bien, moi tout va bien. Ok, pour commencer cette émission, on va vous faire une présentation de notre invité la grosse boucle. Pour cette présentation, Jordan va nous tirer le portrait de ce compte Twitter. Alors, la grosse boucle, c'est quoi? Bah, c'est un compte Twitter qui a été créé en juin 2013, comptant pas moins de 11 000 tweets humoristiques sur le vélo, et également 23 000 abonnés, donc c'est quand même pas mal. Parmi vos célèbres délires, on peut parler du fameux Rex, un running gag exceptionnel, ou encore de votre passion pour les coureurs Movistar et leur stratégie incroyable. Ce qui vous intéresse, c'est la blague, c'est l'humour décalé, subversif, que permet évidemment un compte anonyme. Derrière cet humour, vous en profitez aussi pour donner votre avis sur certaines situations, comme sur la réalisation du dernier Tour de France, pour citer que ça. Je dis vous, car tu n'es pas seul, vous êtes une équipe partageant vos délires et vos vannes pour nourrir un fil d'actualité Twitter qui en manque parfois cruellement. Donc vous êtes, on peut le dire, les humoristes cyclistes de référence sur les réseaux sociaux. Charlie, est-ce que tu as un avis à donner par rapport à la description que Jordan vient de nous faire de la grosse boucle? Je suis absolument scandalisé par ce portrait. Non, c'est très bien. C'est un Ah, bon tu peux résumé. contester, Ouais. hein. C'est un bon résumé. Non, bah, j'ai rien à contester. C'est un bon portrait. Voilà, on était 3, maintenant on est 5. Je suis un peu la face la plus visible de cette équipe-là pour des raisons X ou Y. Mais voilà, on a commencé en 2013 un peu. À l'époque, Twitter, c'était pas grand-chose. Hein. Je pense que c'est une des questions qui doit suivre, en fait, comment ça a commencé, tout ça. Ça a commencé en 2013, à l'époque où Twitter était encore au début. C'était une espèce de petite cour de récré et le vélo était encore un monde un peu austère, un peu tristounet. Et nous, on a débarqué là-dedans en se disant bon, on va raconter des conneries, quoi. Et on s'attendait pas du tout à ce que ça prenne et ça a fini par prendre assez rapidement. On a débarqué là-dedans avec nos délires de fascination pour les coureurs colombiens et notamment José Serpa qui a quand même une dégaine assez extraordinaire. Hein. José Serpa, c'est une légende. Et on pensait que quand José Serpa nous avait suivis, c'était le summum de ce qui pourrait nous arriver sur Twitter. Et on était bien loin de penser à ce qui pouvait arriver après. Bon, on va y revenir, mais d'abord on va faire le petit CV original de l'invité, un petit peu ton portrait avec des questions décalées sur les goûts, les passe-temps. Et donc la première question qui me vient à l'esprit, c'est si tu avais été coureur professionnel, quel profil de coureur serais-tu, pardon. Soit un Flandrien, parce que c'est quand même trop bien les Flandres. Quoi. Voilà, c'est clair. le summum du cyclisme, quoi. Enfin, rouler sur des pavés quand il pleut avec de la boue partout, c'est. Je dis pas que ceux qui font de la montagne sont nuls, hein, mais et ça, je pense que c'est un avis partagé par tous les autres gars de la grosse boucle, c'est que nous, ce qui nous fait rêver, c'est Paris-Roubaix, c'est le Tour des Flandres. Donc soit un Flandrien, soit un mec un peu mauvais, un peu nul, un baroudeur, tu sais, un mec qui prend une échappée et qui gagne sur un malentendu. C'est une étape du Tour. Moi, c'est toujours ça qui m'avait fait rêver quand j'étais gamin. C'était mes idoles, c'était pas Lance Armstrong, c'était Sylvain Chavanel dans le Zardiden qui se fait reprendre La par même Lance chose. Armstrong. C'était Sylvain Calzati, on sait pas trop comment il a gagné, et tout le monde l'a oublié. Blel Kadri, tu sais, voilà, c'est ces mecs, c'est un peu ces héros qu'on oublie complètement, quoi, tu vois. Moi, c'est toujours ça qui m'a fait rêver dans le vélo, c'est de me dire que le mec qui touche 2000 balles par mois, alors en l'occurrence, c'est plus le cas maintenant, mais qui est là pour porter les bidons, bah, sur un malentendu, il peut gagner une étape du grand Tour, et ça, c'est grand, quoi. Voilà, donc l'un ou l'autre, soit le Flandrien, le guerrier, soit l'espèce de mec qui a rien à foutre là et qui se retrouve en jaune parce que le destin lui l'a bien voulu. Un coup à la Rinaldo Nocentini, maillot jaune sur le Tour de France 2009 que tout le monde a oublié. Oh là là. Ou alors Jan Bakelands. Yann Backland, ce premier maillot jaune du Tour en Corse. Ça, c'est quand même des belles histoires et il n'y a que le vélo qui
peut Les Rizards. faire ça. Oui, Marc et Rizard, ça dépend de qui tu es. Mais c'est vrai qu'on a longtemps cru, via les commentaires, que c'était Marc et Rizard, ce fameux premier maillot jaune de ce Tour de France. Ensuite, je vais te demander, est-ce que tu as un hobby ou est-ce que tu as une passion qui te plaît en dehors du vélo? Moi, j'aime le foot. J'aime le foot à la base. Enfin, j'aime le foot et le vélo. Et malheureusement, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, donc j'aime pas trop le foot. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, moi, il y a pas mal de choses qui bercent ma vie et on est un peu tous pareils. Dans la rédaction, on se ressemble beaucoup. On aime bouffer, on aime la cuisine, on aime le vélo, on aime la France en fait, on aime les paysages. On est tous passionnés par le Tour de France, à la fois pour le volet sportif, mais aussi parce qu'on adore notre pays, on adore la culture de notre pays, les paysages, tout ça, la bouffe de notre pays. Donc ouais, je dirais que c'est notre passion, c'est un peu la France dans sa globalité, quoi. Le foot français, on est tous. Moi, je viens de Lyon. On a des mecs dedans qui viennent un peu des quatre coins de la France. Pas de Parisiens dans le lot. Hein. Donc, on aime bien notre France un peu profonde là. C'est vrai. Alors moi, je vais te poser une question. Est-ce que c'est une série, est-ce que cite-moi une série ou un livre favori? Alors, tu as le droit de citer la série Movistar sur Netflix. Tu es autorisé. Série préférée, je pense qu'on s'accorderait tous pour Better Call Saul. Mais ça, c'est un peu dans la lignée du conte, dans le sens où on a un amour assez fort pour les losers magnifiques. Voilà, ça, c'est ce que je disais sur les baroudeurs, quoi. Alors c'est pas sans lui manquer de respect, parce qu'on l'adore vraiment. On parle de Nicolas Haydé. Voilà, quand il attaque et qu'on sait pas pourquoi il attaque, ça nous fait rêver parce qu'on se dit qu'on est un peu tous Nicolas Haydé, tu vois. Et quand Nicolas Haydé, sur un malentendu, il devient maillot rouge de la Vuelta, là, c'est tout en haut, tu vois. On se dit voilà, là, on est là pour ça. Et Better Call Saul, c'est un peu ça, quoi. C'est l'histoire d'un personnage très gentil qui fait que perdre, en fait, qui est un peu en arrière-plan de tout et qui décide à un moment de prendre un peu son destin en main. Et ouais, Better Call Saul, pour nous, c'est un peu la référence. Ouais. Je parle au nom des trois principaux qu'on met à la grosse boucle, voire même les 4. Voilà, ce serait notre série préférée, ce serait ça. Ouais. Est-ce que tu as un style de musique ou un artiste préféré? Ouais, mais là, ce serait parler à titre personnel. Donc, tu peux. Tu peux, hein. Ouais, ouais, la musique du Tour d'Azerbaïdjan qui passe pendant la pub sur Eurosport. Incroyable. C'est vrai que... Effectivement, c'est vraiment à titre personnel. Là. c'est vrai que les musiques de tourisme... on les retient bien. Sont Ou Jérusalem aussi. Ouais, mais tous ces spots... Tout ça, ouais. Tous ces spots touristiques sont incroyables. Il y avait aussi celle sur le Maroc aussi à un moment donné, il y a quelques années. Elle était incroyable. La musique est incroyable. C'est vrai. Je peux pas vous la chanter parce que je vais me ridiculiser, mais c'était fabuleux. Prochaine question. Ton idole de jeunesse, du coup, tu nous en as peut-être un petit peu parlé, mais t'es pas obligé de parler du vélo. Ton idole de jeunesse à toi, ou l'idole de la grosse boucle, même si on se doute que c'est José Serpa. On a tous des idoles particulières, mais c'est pas des grands champions. Un peu comme j'ai dit, moi, à titre perso, c'était Sylvain Chavanel. J'adorais Sylvain Chavanel. Et j'ai pleuré quand il aurait dû gagner le Tour des Flandres et qu'il attendait Tom Bonnen. Mais on avait tous des héros un peu pas normaux, quoi, un peu ces mecs-là en retrait. Moi, j'adorais Baden-Cook, j'adorais Grady, j'adorais Andy Schleck, qui pour moi le summum du loser magnifique, quoi. C'est un personnage de film des frères Coen, Andy Schleck. Voilà, on a un peu tous des idoles un peu particulières, quoi, de mecs un peu en retrait. On n'est pas fan des Roger Federer, on n'est pas fan des Pelé. Moi, j'adorais Kim Kallström en tant que supporter lyonnais. On a des références un peu obscures de mecs qui rêvent un peu, mais pas trop, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'on a tous ce côté-là où on aime se rattacher à un mec qui gagne pas forcément parce que ceux qui gagnent tout le temps, au bout d'un moment, ça fait chier, quoi. Moi, je vais te demander ton premier souvenir de vélo. Premier souvenir de vélo, je pense vraiment que ça doit être c'est tard parce que je me suis mis au vélo assez tardivement, mais pour moi le premier souvenir de vélo c'est Sylvain Chavanel dans l'Isardiden justement, où il est dans l'Isardiden tout seul devant et qu'il y a Armstrong qui passe devant et qui lui met une table derrière l'épaule. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé que j'allais détester Lance Armstrong. Parce qu'il m'a cassé mon pauvre Sylvain là, avec son maillot des Brioches la boulangère qui partait vers une victoire d'étape et lui a mis une tape dans le dos en disant c'est bien gamin et maintenant rentre chez toi, c'est bien avec ton maillot de merde là.
Voilà, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour Sylvain Chavanel à cause de ça, en fait, parce que c'est mon premier souvenir marquant de vélo. Et sur cette étape, il me semble qu'il a 6 minutes au pied, un truc comme ça. En Ouais, plus. il y a Enfin, un il a une écart, avance énorme. Même plus que ça, je crois. Ouais, je crois peut-être 8 minutes, il me semble. Je sais plus. Ouais, Mais je sais qu'il a une avance énorme au pied et qu'il sait reprendre. C'était l'époque où. C'était la belle époque. Ouais, Oui, c'était une certaine époque, quoi. C'était hein, l'époque où tu t'arrivais avec 10 minutes d'avance au pied et tu savais pas si t'allais pouvoir Ouais. gagner au sommet. 10 minutes, c'était pas joué, quoi. On va passer du coup aux questions ouvertes. Merci pour ces petites réponses sur le portrait, qui à la fois été le portrait de Charlie et le portrait de la grosse boucle. Tu as réussi à bien intégrer la rédaction de la grosse boucle dans ces réponses. Première question par rapport aux questions ouvertes, et t'as commencé à en parler, mais je te la repose au cas où si tu veux rajouter des trucs. C'est quoi la genèse de la grosse boucle? Comment s'est créée la grosse boucle? Comme je te dis, tu nous en as un peu parlé, mais si tu as quelque chose à rajouter, je t'en prie. Alors, la jeunesse, c'est 3 mecs un peu avec beaucoup d'humour, on va dire, qui bossent dans un milieu qu'on a très peu et qui décident à un moment de s'amuser un peu avec tout ça. À l'époque, c'était 2013, il y avait personne qui faisait des blagues sur le vélo, quoi. Et on a vite remarqué, assez rapidement, on a remarqué que le peloton cycliste était très sur les réseaux sociaux, très impliqué sur les réseaux sociaux, et qu'on nous remarquait, quoi. On se souvient d'un jour, il y avait un Tour de France où Olivier Le Gac avait la chiasse pendant les premières étapes, et je me souviens, on avait tweeté un truc, il était en tête de peloton pour asphyxier ses adversaires. Et le soir même, il avait mis le tweet en favori, et on avait explosé de rire. On s'est dit putain, Olivier Le Gac, il a vu le tweet, quoi. Et à ce moment-là, on a compris en fait que nos conneries, même si on n'avait pas beaucoup de followers à l'époque, elles étaient vues dans le peloton. Et que du coup, ça nous donnait un peu de responsabilité, tu vois. On voulait pas trop faire les cons parce que les débuts de la grosse boucle, on était vachement offensifs. Hein. On a fait des tweets très limites et du coup, on s'est un peu calmé après. Mais et on a eu aussi un tweet avec Chris Froome qui avait fave un tweet sur Richie Porte qui faisait des doigts. Enfin bref, on a vite compris que le peloton était un monde très ouvert, pas comme le foot où tout le monde voit ce qui se passe, quoi. Donc la genèse, c'était ça, c'était 3 mecs qui veulent faire les cons avec des montages à la con et des running gags, notamment Pierre Roland, c'était notre premier running gag, l'attaque de Pierre Roland, où on était insupportable avec Pierre Roland, quoi. Mais c'était que de l'amour, quoi. Ou les descentes de Thibaut Pinot aussi, voilà. Enfin, et après ça a grandi, ça nous a un peu dépassé. On s'est retrouvé à être un peu un compte très suivi sur la sphère vélo, alors qu'on n'avait pas du tout anticipé ça, quoi. C'est vrai, vraiment. Vu le nombre d'abonnés qu'il y a aujourd'hui, on voit que vous avez séduit votre public et qu'il y a des fidèles de la grosse boucle. Moi, je voulais savoir comment vous vous organisez pour faire une publication. Parce que là, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de réunion pour savoir qu'est-ce qu'on publie aujourd'hui. J'imagine que ça se passe pas comme ça. Mais du coup, c'est quoi? C'est au feeling? Vous tweetez ce que vous voulez ou il y a quand même des limites dans ce style? En fait, on a toujours voulu rester fidèle à notre principe de base, qui est que on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, on n'est pas là pour gagner Twitter. Nous, notre vie, elle n'est pas définie par notre succès sur Twitter, on va dire. Donc, on a toujours tweeté complètement à l'arrache, en fait. On a un groupe WhatsApp, mais qui s'appelle pas la grosse boucle, en fait, qui est un groupe WhatsApp de potes, quoi. Où globalement tout le monde a les codes, et les seuls moments où on se concerte pour une publication, c'est quand on va être un peu pute, quoi. On va être un peu on en a un dans le groupe qui est un peu pute sur les bords sur certains sujets, et parfois il nous demande ça c'est chaud ou est-ce que c'est pas chaud. Des sujets un peu touchy, genre le dopage, certains coureurs français, tu vois, où parfois on se dit non, ça en vaut pas la peine, ça peut être mal pris, tout ça. C'est pour ça qu'on a très peu de prise de position, parce qu'on n'a pas envie de prendre des risques pour rien. Je me souviens, pendant le Tour de France, j'avais tweeté un peu que la neutralisation de l'étape, c'était une connerie, qu'on allait arrêter les étapes dès qu'il pleut. En fait, c'était une connerie, et Rudy Mollard, il m'a allumé complètement, tu vois. Il m'a dit, on est bien sur le canapé de ça. Et il avait raison, tu vois, parce que c'était con comme prise de position, c'était dangereux, c'est lui qui avait raison, c'est lui qui est sur le vélo, moi je suis mon cul sur le canapé. Et effectivement, ce genre de tweet-là, éventuellement, on les fait passer par notre conf de rédac. Mais sinon, non, on a tous les codes et on poste n'importe quoi. Moi, ça m'arrive très souvent d'arriver le soir, de voir un tweet sur la grosse boucle et de me dire putain, qui est le con qui a tweeté ça, quoi. Mais en étant mort de rire. Enfin, le truc sur Rex, par exemple, c'est pas moi. Moi, je suis censé être le rédac chef de la grosse boucle parce que c'est moi qui suis le plus présent dessus. Mais chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas de stratégie de publication, on n'a pas de volonté d'occuper le terrain. On n'est pas là pour gagner Twitter, on n'est pas là pour on n'a rien à dire pendant 2 mois, on tweet pas pendant 2 mois. Là, c'est la fin de la saison, il n'y a pas de vélo jusqu'en février, on va faire 3 tweets jusqu'à février, quoi. Il y a un moment, on avait décidé de parler des sports d'hiver parce que ça nous faisait marrer, qu'on aime ça.
bon, c'était pas calculé, on n'était pas là pour percer. Bon, on a vite vu qu'il y en avait qui avaient pris le diapason derrière, quoi. Donc, nous, on s'en fout. On n'a pas de planning, on n'a pas de process. Chacun tweet ce qu'il veut du moment que c'est pas trop pute ou que ça gêne personne, quoi. Si c'est des vannes pourries, on va pas les reprocher, quoi. T'as cité l'exemple avec Rudy Mollard. Est-ce qu'il y a d'autres vannes dans l'histoire de la grosse boucle qui sont mal passées, ou est-ce que celle-ci c'était vraiment la plus marquante? Ouais, on a eu. Alors, pourtant, on n'est vraiment pas les plus offensifs ou les plus méchants. On l'a été au début parce que c'était sur Twitter et il y avait personne sur Twitter à l'époque, donc on pouvait être un peu vulgos et tout ça. Mais globalement, ouais, notre humour, il est seulement limité par la décence et par les choses qui peuvent nous mettre dans la merde, tout simplement. Parce qu'on a tous des emplois à côté, nos identités, elles sont plus ou moins connues du peloton et compagnie, pas totalement. Et que moi, j'ai pas envie d'aller attaquer des coureurs qui n'ont pas mérité, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand c'est Dylan Groenewegen qui envoie Jacobsen à l'hôpital, on peut se permettre de l'attaquer un petit peu, mais on va pas aller attaquer gratos des mecs qui sont en douleur ou quoi que ce soit. On a eu des vannes qui sont mal passées. Je me souviens très bien d'une vanne sur Thomas Voeckler, où en gros, on se moquait du fait qu'il tirait tout le temps la langue et qu'il faisait tout le temps la grimace. Et à un moment, il était dans une échappée. On avait dit qu'il avait dit à son coéquipier d'échappée que sa mère était morte et que du coup, il fallait qu'il le laisse gagner, tu vois. Et il avait pas du tout aimé. Et en fait, a posteriori, on s'est rendu compte que ce tweet-là était un peu con, tu vois. Il était un peu pute pour rien. Et du coup, depuis, on essaye d'éviter les tweets un peu putes pour rien. Ça ne nous empêche pas de faire des tweets un peu putes, hein, quand parfois c'est nécessaire, genre sur la réalisation du tour, voilà. Enfin, il y a des trucs qui dépassaient l'entendement, donc voilà. Mais on essaye de pas attaquer les mecs qui le méritent pas, quoi. Tu vois, enfin, on s'est beaucoup moqué. On a des running gags, notamment sur José Joaquin Rojas. Tu vois, bon, le pauvre, on se fout de sa gueule. Ça fait 7 ans qu'on se fout de sa gueule. Et on essaye de. C'est pas qu'on évite la polémique, mais on évite ce qui représente des trucs un peu gratos, quoi. Ce qu'on a pu faire avant, et bon, au moment, ça sert pas à grand chose à part faire. C'est bien, c'est cool pour faire du retweet et du like, mais bon, on n'est pas là pour ça, quoi. Ok. Là, on a Jérôme Coppel qui peut nous blairer aussi. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi, mais. Et Cyril Guimard aussi qui nous avait bloqué parce qu'un jour on avait dit qu'il était bourré, donc. Je veux bien le contexte. Ah, mais c'était pas je sais plus, mais je crois c'était qu'il avait- endormi. Non, c'était un vieux tweet pourri sur l'équipe de France de foot, Ah, mais qui avait aucun sens. Je sais plus ce que c'était exactement. On lui dit, mais t'es bourré, Cyril, et il nous avait bloqué. Voilà. On était très triste. Mais je crois qu'il nous aimait pas trop de base. Il y en avait certains qui nous aimaient pas trop de toute façon. Jonathan Waters nous avait bloqué aussi à un moment donné. Franchement, bon. C'est un personnage aussi. Pas les... C'est un personnage. Oui, après, ça fait aussi partie du jeu quand on veut faire de l'humour. À un moment donné, on n'apprécie pas, quoi, ouais. rigolo. Il y en a qui sont pas très partisans de l'humour, on va dire. Voilà, qui aiment pas trop ça, quoi. Je vois. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le running gag sur José Serpa et sa fameuse moustache, qui est l'idole quand même de la grosse boucle? Honnêtement, je saurais pas t'expliquer ça. En fait, c'est au tout début du compte. Déjà, le mot de passe du compte, c'était un vieux coureur de merde. Ensuite, on s'est dit qu'est-ce qu'on met en photo de profil, en fait. On savait pas quoi mettre en photo de profil de ce compte. Au début, on s'est dit on va mettre Ghislain Lambert et Magie Crème et compagnie. Puis on s'est dit non, il nous faut un truc encore plus ridicule, un espèce de mec en décalage. Et on a tout. Enfin, c'est pas moi en l'occurrence qui ai pensé, c'est un de mes camarades qui m'a dit putain, faut qu'on mette José Serpa avec sa dégaine, là, avec ses photos sous fond turquoise, avec sa grosse moustache et tu sais qui fait ses petits signes de main là. Et on a trouvé le mec un capital sympathie assez incroyable. Et d'ailleurs, on l'a vérifié derrière parce qu'il nous a fini par nous suivre et ça l'a beaucoup fait rire. Et on s'est découvert un amour pour ces Colombiens, mais pas les Colombiens forts, tu sais, les Colombiens un peu en retrait. Les José Serpa, les Pantano. Bon, du coup, on a dû changer parce qu'on avait Pantano, mais il était dopé. Donc, voilà. Mais on a quand même réussi à un moment donné à avoir une photo de Pantano avec une moustache. Et là, c'était quand même le Graal, quoi. Ah oui, c'est vrai. Avec la fameuse moustache d'or aussi. Ouais. Cette photo incroyable. Paul, t'as une question? Du coup, on parlait de José Serpa, et donc c'est quoi aussi votre relation donc avec Rex le chien? Rex le chien, ça c'est des running gags qui se créent sans prévenir, et c'est un peu l'histoire du conte, c'est ça, on de se créer des délires à partir de rien. Et Rex, c'est tout simplement parce que tous les ans, pendant le Dauphiné prend l'antenne à 15h30, et avant il y a Rex. Donc on tombe toujours sur Rex avant de voir le Dauphiné.
Et à force, on a fini par se dire qu'on allait regarder Rex. Et la première remarque, c'était un de mes camarades qui me disait putain, mais en fait, c'est pas si mal Rex. Pour une série policière allemande, c'est toujours à chier, mais Rex, c'est pas mal. Et du coup, ce running gag, il est parti assez loin parce que moi, j'ai bossé pour le Dauphiné et en salle de presse, je mettais Rex quoi, avant le Dauphiné. Et donc voilà, c'était assez drôle parce que je savais dans la salle de presse qu'il y en avait qui savaient. Et c'est aussi ça un peu l'histoire du conte, c'est que ça nous a un peu dépassé à un moment donné et qu'il y a un moment où on est devenu presque tout petit acteur de ce peloton de cyclistes, français en tout cas. Et c'était un peu marrant de jouer de ça. Ouais. Rex, c'est les fameux pains au jambon, si je dis pas de bêtises. De quoi Rex, il raffole des pains au jambon, c'est ça? Je sais plus. Moi, je suis pas expert en Rex. Hein. C'est pas moi l'expert Rex. Je pensais tu n'es pas bac plus 3 Rex. Aïe. Non, par contre, on en a des bac plus 5 Rex. Ouais. On a un mec qui a un doctorat en Rex. Mais le running gag Rex nous fait beaucoup rire. Ouais. Du coup, j'aurais pas de réponse à ma question et ça se trouve, j'ai dit une grosse bêtise, mais je crois dans mes souvenirs que y a un fil rouge avec les pains jambon. Enfin bon, c'est rendez-vous sur France Télévisions pour voir. Entre deux pubs pour les baignoires à porte et les gélules pour la prostate. Tu nous as parlé un peu aussi de Olivier Legac qui like, de Chris Froome qui like. Est-ce que tu as d'autres fun facts à raconter? Des DM de coureurs qui vous disent c'est sympa ce que vous faites, continuez, ou d'autres commentaires, d'autres surprises qui peuvent créer voilà, ces petits moments sympas avec des acteurs du peloton. Honnêtement, non, parce qu'on n'a pas eu énormément de contacts directs avec les coureurs via le compte. Par contre, après, je peux pas trop en parler, mais en gros, dans notre vie pro, il y a eu des contacts à un moment qui se sont établis sur la base de ça, quoi. Moi, je sais que dans mon taf actuel, j'ai fait une interview avec Tanguy Turgis et voilà. Enfin, il y a pas mal de coureurs qui... Alors après, c'est très. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Mais je me souviens justement quand je bossais sur le Dauphiné, j'étais allé voir Nicolas Hédet et je lui avais dit voilà, c'est moi la grosse boucle, continue ce que tu fais, tu vois. Et puis ça l'avait fait marrer. Voilà, mais non, ça nous a toujours amusé. Maintenant, c'est devenu un peu normal sans avoir le boulard ou quoi que ce soit. Mais quand on postait des grosses conneries et qu'on voyait que c'était liké par la moitié du peloton français, ça nous faisait beaucoup marrer. On disait putain, quand même, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'avais pas conscience que les mecs étaient aussi présents sur les réseaux sociaux et aussi faciles d'accès. Voilà, j'ai une anecdote. J'ai un attaché de presse d'une équipe française qui est venu tout colère dans les DM de la grosse boucle en me donnant son numéro de téléphone en me disant appelle-moi, voilà, parce qu'on s'était foutu de la gueule d'un des coureurs de son équipe, quoi. Mais ouais. Enfin, là, on est du domaine de l'absurde, quoi. Mais non, après, on n'a jamais eu vraiment de problème. On a eu Vauclair qui était pas content, mais c'était rien de grave, tu vois. Non, voilà. On n'a jamais eu vraiment de contact en DM. Si, on a Antoine Voyer qui nous aime bien. Antoine Voyer qui nous trouve très drôle, voilà. Mais bon, Antoine Voyer. Est-ce que c'est le meilleur soutien? C'est un personnage, quoi. Lui, il est dans les étoiles, lui. Il plane à 15 000. C'est sûr. Ouais, Mais ouais, par contre, voilà, j'avais eu en interview Alexandre Pasteur qui savait très bien qui on était. On a eu des clins d'œil à l'antenne sur Eurosport, notamment lors d'une attaque de José Serpa qui nous a fait beaucoup rire parce que Jackie Durand avait hurlé attaque de José Serpa, alors qu'en fait c'était une attaque à la Nicolas Hédet, quoi. Il était repris 100 mètres plus tard, quoi. Mais ouais, il y avait ces petits clins d'œil qui nous faisaient rire. Ouais. C'est vrai qu'aussi les consultants les consultants qui sont des anciens coureurs aussi sont assez présents sur les réseaux sociaux, autant qu'aussi que certains commentateurs, des Patrick Chassé, des Guillaume Di Grazia, des Louis-Pierre Frileux, beaucoup de commentateurs de vélo sont présents sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Puis même à l'antenne, qui font référence à ça. Ouais, après, c'est le sport qui veut ça aussi. On est sur des étapes qui sont très longues où il faut beaucoup meubler, donc ils ont une bonne utilisation des réseaux sociaux pour ça. Et c'est peut-être un des seuls sports d'ailleurs qui intègre autant les réseaux sociaux à la retransmission de télé. Et je trouve ça cool parce que du coup, ils sont vachement accessibles. T'as parlé de Patrick Chassé. Bon, Patrick Chassé, c'est un peu de la triche parce que moi, j'ai été son stagiaire, donc forcément qu'on a une relation particulière. Ça a été notre victime préférée pendant pas mal de temps. Il y a un Tour de France entier où tous les matins, on lui envoyait la météo avec les fichiers son de PCM. Donc il en avait marre. Incroyable.
Ça, c'est incroyable, vraiment. Ça, c'est incroyable. Tous les matins, on lui envoyait les conditions aujourd'hui sont exécrables. Enfin, et il en avait marre et un jour, il nous a fait la météo lui-même. Voilà, mais des mecs comme Guillaume Di Grazia ou Alexandre Pasteur, on a assez vite compris qu'ils voyaient les conneries qu'on disait, que ça les faisait marrer et qu'en fait, il y avait une relation de proximité qui est absolument impossible dans tous les autres sports, quoi. Et ça, c'est cool pour le coup. Ouais, parce que ouais, c'est ce que tu disais, l'avantage, c'est que quand vu que les étapes sont longues, ils sont obligés d'utiliser cet outil parce qu'il est incroyable pour meubler. Parce que tu poses des questions, tu interagis et ça peut te remplir 2 heures avec 2 tweets. Donc, ça, j'avoue que ça Pour peut moi, ça a révolutionné la façon dont tu commentes. En plus, avec le temps, on s'est mis à commenter de plus en plus longtemps des étapes de plus en plus longues. Enfin, le Tour de France, c'est en intégralité. Quand c'est une étape de plat de 5 heures, faut le vouloir. Ouais. Hein. Donc, ils ont été un peu forcés d'intégrer ça à leurs commentaires, mais je trouve que tous, autant qu'ils sont, le font très bien, que ce soit Patrick Chassé, Alexandre Pasteur ou Guillaume Di Grazia, surtout Eurosport, parce que c'est plus dans l'ambiance, radio bière vélo, Dans la ligne avec, édito. avec un écran sur... Ouais, voilà, ça leur va plus qu'à certains qui sont un peu plus grand public, mais je trouve qu'ils ont vachement bien intégré tout cet aspect-là à leurs commentaires. Ouais. C'est vrai. Paul, tu veux... On a des petites dernières questions, tu veux en poser une? Ouais, pour une petite dernière, du coup, c'est plus tourné vers la rédaction dans son ensemble. Est-ce que vous êtes pratiquant de vélo dans la vie de tous les jours? Alors moi non, parce que déjà parce que je suis pas sportif, voilà, tout simplement, et parce que j'habite à Paris et que faire du vélo à Paris c'est chiant. Mais il y en a dans le lot qui en font. Ouais. D'ailleurs ils Pour le habitent pas à passe-temps, Paris. un Hein. petit peu. On en a un qui est très 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 pratiquant. Hein. D'accord. Il bosse dedans. D'ailleurs, il a des beaux vélos qui coûtent très cher. Les autres un peu moins, mais on est plus dans l'esprit vélo télé que dans vélo pratique. Parce que pour moi, c'est pas c'est deux mondes un peu différents. Et l'erreur serait de penser ils communiquent beaucoup entre eux, mais c'est pas vrai. Un peu comme sur le foot d'ailleurs. Hein. Tu peux regarder le foot à la télé sans savoir toucher un ballon. Le vélo, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de téléspectateurs et un peu moins de pratiquants. Et en l'occurrence, maintenant, on est quoi? On est 5 ou 6 à avoir les codes. Il doit y en avoir 2 qui font beaucoup de vélo et 2 qui en font moyennement et 2 qui en font pas, quoi. Donc c'est assez équilibré. Ouais. Du coup, dernière question. On voit que vous publiez un peu moins ces derniers mois, même ces dernières années, parce que ça allait décrescendo depuis 2013. C'est quoi l'avenir de la grosse boucle? Est-ce que c'est un compte qui est voué à un peu mourir? Est-ce que vous allez avoir un second souffle qui va venir? Ou est-ce que poster à intervalles espacés, ça vous convient très bien finalement et vous comptez rester sur ce créneau-là? En fait, il y a eu une période où on était tout seul. On était les seuls à faire les cons sur Twitter sur le vélo. Et donc, on a eu beaucoup de followers et compagnie. On avait beaucoup de retentissement à toutes nos conneries. Et au fur et à mesure, Twitter est devenu un média de plus en plus mainstream, avec de plus en plus de gens dedans, avec de plus en plus d'experts, de plus en plus de polémistes, on va dire, et d'humoristes, accessoirement. Et on s'est retrouvé un peu, sans le vouloir, dans une espèce de concurrence avec d'autres comptes qu'on n'avait pas forcément voulu. Et on s'est senti un peu, aspiré dans une espèce de course à la popularité qui n'était pas du tout le truc pour lequel on avait créé ce compte-là. On a vu l'émergence de pas mal de comptes qui publiaient beaucoup, qui s'inspiraient joyeusement de certaines choses qu'on avait pu publier. Voilà, on va pas rentrer dans les polémiques là-dessus. Et du coup, en fait, ça nous a un peu dégoûté, quoi, de se dire, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire la course au retweet, la course à celui qui fera le plus de likes. Et à ce moment-là, on s'est posé la question de fermer le compte, notamment quand on a commencé à parler de sport d'hiver et qu'on a vu qu'il y avait d'autres comptes vélo qui parlaient de sport d'hiver. On s'est dit, oh les gars, arrêtez un peu, c'est bon, laissez-nous notre délire, quoi. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on ferme le compte ou pas? Parce qu'on était un peu frustrés, quoi, tu vois. Et au final, on s'est dit, non, on va pas fermer le compte, on va garder comme ça dans un coin de notre timeline, dans un coin de nos comptes sur mobile, et on tweetera de la merde quand on a envie de tweeter de la merde. Et maintenant, voilà, on tweet un peu plus pendant les grands tours, mais on tweet pas pour tweeter, quoi. Et je trouve aujourd'hui que sur Twitter, que ce soit le vélo ou plein d'autres comptes dans plein de domaines que ce soit, hein, le foot fait pas exception, il y a beaucoup de comptes qui émergent, qui sont là pour tweeter, qui balancent des espèces d'avis tranchés H24, de beaucoup de polémiques pour rien, de vannes qui sont un peu repompées de comptes anglophones et tout ça.
Ça nous a jamais intéressé. On n'a jamais rien eu à vendre. On n'a jamais été là pour vendre quoi que ce soit. De toute façon, nous, notre carrière, elle est déjà fixée, hein. On la doit pas à Twitter et elle va pas être définie par Twitter. Et du coup, non, ouais, effectivement, la grosse boucle est un compte qui est voué à être en retrait parce que Twitter nous amuse moins. Ce qui nous amuse, c'est de raconter des conneries. Cela dit, voilà, l'émergence de ces comptes-là nous a aussi permis de rentrer en contact avec des comptes, des mecs géniaux. Je pense notamment aux mecs du groupe Eto, qui sont des mecs incroyables et qui ont une ligne édito assez fabuleuse. C'est des bibles. Et surtout les mecs de la Flamme Rouge, qui sont un peu la version complètement obsédée et cinglée de nous. C'est des malades mentaux, la Flamme Rouge. C'est des malades mentaux. C'est des Italiens. Moi, nous, ils nous font rire parce que c'est des Italiens jusqu'au bout des ongles, tout le temps dire que le Giro, c'est mieux que le Tour et tout ça. Donc ça, c'est ses côtés positifs et c'est aussi pour ça qu'on reste, parce que moi, j'adore les échanges qu'on peut avoir avec Inner Ring, avec la Flamme Rouge, avec le groupe Eto, avec certains gens qui nous suivent depuis super longtemps. J'aime moins le côté polémique, le côté bad buzz, le côté publication à outrance et entretien de communauté. Nous, notre communauté, on s'en fout en fait. Tu m'as dit, on a 23 000 followers, moi j'en étais resté à 16 000, tu vois. On bat les couilles complets, quoi. Ok. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière partie de cette émission. Donc, c'est un sprint final. Donc, c'est à la manière d'un Fast and Curious. On va te proposer des dilemmes et tu vas devoir faire un choix entre deux choses, ou plus d'ailleurs. Donc, je vais commencer évidemment par entre José Serpa et Rex. Qu'est-ce que tu choisis? José Serpa, large. Parce qu'on n'a encore jamais vu Rex gagner le trophée des Guéglières. C'est vrai. Du coup, ensuite, deuxième question. Duel de Flandrien entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Qu'est-ce qui ressort? Van Der Poel. Van Der Poel parce qu'il n'a pas d'équipe autour de lui et que je trouve qu'il y a plus de panache. Ensuite, Jumbo ou Ineos? Oh là là, elle est dégueulasse ta question. Elle est horrible ta question. Ça juge dessus. Brioche la boulangère, ça te va comme réponse? Allez, ça me va. Alors, là, deux coureurs là, aussi que vous adorez. Nicolas Hédé ou Pierre Roland? Nicolas Hédé. Pour le maillot rouge sur la Vuelta. Voilà. Ça doit être un sacré moment, ça d'ailleurs. C'était super drôle. Mais parce que je sais pas, j'ai beau. Alors, je dis pas que j'aime pas Pierre Roland, hein, j'adore Pierre Roland, mais Nicolas Hédé, je sais qu'il voit tout ce qu'on poste, il voit toutes les conneries qu'on poste, et je sais que ça le fait rire, et j'ai beaucoup d'amour pour Nicolas Hédé. Et les quelques victoires qu'il a pu glaner, j'étais vraiment super content. Alors que, techniquement, je m'en fous, tu vois, c'est pas mon pote Nicolas Hédé. Mais Pierre Roland, il a gagné l'Alpe d'Huez, tu vois. Bon, il a pas besoin de nous. Enfin, voilà, c'est déjà un coureur connu. Voilà, Nicolas Hédé, voilà, quand il a pris le maillot rouge sur la Vuelta, on était content pour Nico, tu vois. On était content. Ensuite, Poulidor ou Anctil? Poulidor pour le côté loser magnifique, de très loin. En plus, il était adorable. Il était vraiment trop sympa. Ouais. Andy Schleck ou Contador? Bon, Andy Schleck, évidemment. Évidemment. Andy Schleck pour l'état d'alcoolémie Paris-Roubaix 2018, il était carbonisé et depuis, c'est devenu encore plus mon idole. Alpes ou Pyrénées? Là, je vais prendre parti et il y en a qui vont râler dans la rédac, mais moi, je vais dire les Alpes parce que c'est pas de là où je viens, mais moi, je suis lyonnais, donc je les connais, les Alpes. Mais on a un Occitan qui va tirer la gueule dans la rédaction. Moi, je suis plus pyrénéen, excuse-moi. C'est les goûts et les couleurs. Hein. Non, voilà. Après, moi, je suis du sud-ouest, ça compte pas. Ouais. Tu feras les présentations. C'était à l'Alpe d'Huez quand j'ai vu Frank Schleck. Ah oui, c'est vrai. Tu feras les présentations avec l'Occitan de la rédaction, du coup, Jordan et l'Occitan, ça va faire un peu de On va changer de personne, en fait, là. C'est ça. Il est fort sympathique aussi. Oui, j'imagine. Ensuite, donc, tactique Movistar ou pas de tactique du tout? Tactique Movistar, c'est quand même vachement plus drôle. C'est vrai que c'est plus drôle. Qu'est-ce qu'on rigole? Giro, Tour ou Vuelta? Giro. Paris-Roubaix ou Tour des Flandres? Roubaix, évidemment. Il n'y a pas de choix possible. Paris-Roubaix, c'est la course ultime, Paris-Roubaix. Il n'y a rien au-dessus.
Ino, Fignon ou Lemond? Ouais, Fignon, tiens. Pareil, toujours Un le petit côté peu. la Les 8 loose. secondes. Puis je sais pas, Fignon, il dégageait un truc tellement en marge de tous les autres, tellement. Il était tellement pas à sa place techniquement que je trouve que le personnage dégageait une espèce de poésie assez incroyable. Ensuite, France TV, Eurosport ou la chaîne Équipe? Euh, je sais pas, ça dépend. Je les aime tous autant qu'ils sont. Alors très tiède comme réponse. J'ai un amour infini pour Patrick Chassé parce que je lui dois beaucoup de choses dans ma vie pro. Parce que sans lui, j'en serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui. Et parce que il nous supporte depuis tellement d'années et on s'est tellement moqué de lui. Il y a une année où il annonce victoire de Rick Hunter à la place de Robert Hunter et on s'est foutu de sa gueule pendant des années à cause de ça. Et on continue à se moquer un peu de lui parce qu'il se trompe de temps en temps, il se trompe sur les prénoms et les noms et ça nous fait rire et on a que de l'amour pour Patrick. France TV, depuis que c'est Alexandre Pasteur, je trouve que le trio Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Jalabert fonctionne super bien. Mais j'ai quand même beaucoup d'amour pour cette espèce d'ambiance canapé à 3 grammes d'Eurosport, de Di Grazia, Chenel et Durand, que j'ai eu la chance de voir quand j'étais sur le Tour de France en 2018. Mais c'est tous torse-poil, enfin, c'est n'importe quoi. Ils sont complètement pétés du casque. Enfin, moi, j'adore cette ambiance et je trouve ça tellement difficile d'instaurer cette ambiance-là sur un sport qui est aussi qui souffre d'une image aussi austère que le vélo que, allez, on va dire Eurosport. Cyril Guimard ou Marc Madiot? Oh, Marc Madio. Marc Madio de très loin. C'est une légende, Marc Madio. Marc Madio, moi je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai du poids en trop et je me dis que si demain il y a Marc Madio qui débarque et qui me dit t'es grand mon petit, tu vas les perdre tes 15 kilos, bah, pas de souci. Non, Marc Madio c'est un phénomène. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie, notamment une fois où j'étais sur les Ardennaises. Il avait débarqué dans la salle de l'Orga, tu sais. Et c'était juste après un épisode au Grand Prix de l'Escaut où Arnaud Démare est disqualifié à cause d'un passage à niveau, je sais plus exactement le contexte. Oui. Et Oui, je l'ai je vu vois. rentrer dans la salle de l'Orga avec les commissaires UCI qui étaient dans un coin de la salle. Il a foncé sur eux et il leur a fait du Madio avec les grands gestes des bras. Alors, j'entendais pas parce que j'étais trop loin, mais je pense qu'il leur expliquait clairement qu'ils étaient trop cons et que leur décision n'avait aucun sens. Tu vois. Et là, tu vois le personnage en vrai, quoi. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une telle bienveillance. Et enfin, Madio, moi, je n'ai que du respect et que de l'amour pour Marc Madiot. Pinot ou Bardet? Pinot sans aucune hésitation. Sagan ou Gilbert? Ah, c'est dur. J'aime bien Gilbert parce que Gilbert, il y a du panache et il y a du mec en colère, il y a du mec qui râle et moi j'aime bien ça. Mais Sagan est un mec tellement cool et au sens large. J'ai rarement vu un mec de sa stature être aussi sympa et aussi accessible en dehors du vélo, quoi. Enfin, je lui demandais d'enlever son maillot pour mettre un autre maillot et le signer ensuite. Ouais, pas de souci, quoi. Et c'est rare d'avoir des champions comme ça, aussi sympas, aussi accessibles et qui font pas semblant, quoi. Donc, allez, Sagan. Et enfin, dernière, Tom Bonnen ou Fabian Cancellara? Tom Bonnen, 200%, c'est mon idole, Tom Bonnen. Donc, voilà, quand il a fait le 4 avec sa main sur le vélodrome de Roubaix, j'ai pleuré. Bon, Je comprends. c'est une bonne façon du coup de conclure cette dernière partie de l'émission. Merci à toi Charlie vraiment d'avoir passé ces 30 minutes un peu plus avec nous. Avant de se quitter, quand même, il y a un petit dernier truc C'est vrai. à faire. On va te demander un petit exercice. Donc là, tu vas avoir 1 minute pour toi pour finir l'émission. Donc je vais te demander, donc tu réfléchis à n'importe quoi. Tu peux parler de ce que tu veux. Vraiment là, tu es totalement libre. Et tu vas parler pendant 1 minute. On va pas te couper et tu vas parler d'un sujet. Voilà. Donc en attendant, on va conclure l'émission. On te laisse y réfléchir. C'est ton instinct promo et ouais, en attendant je conclue l'émission. Du coup, on remercie évidemment Charlie d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir pu parler de la grosse C'est boucle vraiment cool, ouais. de l'univers de Twitter. Merci à toi Charlie. N'hésitez pas à aller voir la grosse boucle sur Twitter. Ils sont encore actifs.
évidemment. Et on remercie évidemment toute l'équipe du Petit Plateau. Jordan, merci à toi. Paul, merci à toi. Et c'est le moment donc. Merci Justin, évidemment. C'était Merci, super, ouais. écoutez. C'est le moment donc de laisser Charlie faire sa minute perso et on finira l'émission là-dessus. Moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à faire la promo, donc je vais plutôt vous poser des questions à vous. Si vous trois, là, vous deviez me donner votre étape préférée du Tour de France dans l'histoire, ce serait laquelle? Étape préférée Je pense l'étape où le Galibier de Schleck. Ou l'étape des pavés 2014. Ah, je sais pas. C'est un beau choix, quand même. Paul. J'hésite. Moi, Moi, faut savoir, je suis un grand fan de Nibali, c'est pour ça. Ah oui, je c'est vrai. triche. C'est un bon choix aussi. Moi, j'ai en tête une étape sur le Tour de France 2011 où Thomas Voeckler il prend le maillot jaune sur une étape pour moi je trouve totalement folle. C'était entre Saint-Flour et je sais plus quelle étape. Il y a eu l'abandon de Vinokourov, etc. Plus Ogerland et un autre Flecha. coureur dans effet de chat dans les barbelés. J'ai trouvé ça, c'était vraiment aberrant. Le coup de volant de la voiture et puis le final où où Vauclair il prend le maillot jaune sur une victoire d'étape de Sanchez, si C'est ça. je me souviens Luis bien. Sanchez. C'est bien ça. Et moi, c'est vraiment pas une étape. Enfin, c'est vraiment mon étape perso. C'est super égoïste. C'est l'étape qui est arrivée dans ma ville où j'ai grandi, là où mes parents habitent. C'est à Issoudun. En 2009, Mark Cavendish, qui est mon idole de jeunesse, qui est celui qui m'a fait aimer le vélo, est allé remporter cette étape. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'avais à l'époque 10 ans. Et je me dis que un jour dans ma vie, je sais que je travaillerai dans le monde du vélo. Et aujourd'hui, on est 12 ans plus tard et la route, voilà, la route continue, mais, euh, mais les rêves sont toujours les mêmes. Voilà. C'est une belle réponse. Ah, c'est Ouais. beau. C'est vrai. Écoutez, on finit l'émission. Merci encore, Charlie. Merci. Et puis, nous, on se dit rendez-vous à une prochaine vidéo avec un prochain invité et un prochain entretien. C'était l'équipe du Petit Plateau. Ciao. Ciao. Salut.